Je vous le disais, dans la seconde partie, nous allons parler de la transhumance et la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEDEAO. Quelle solution? On le sait, c'est une question qui préoccupe énormément. La question de la transhumance qui amène beaucoup de conflits. Eh bien, un certain nombre d'associations se sont penchées sur cette question et voir éventuellement les solutions à apporter. Nous recevons donc le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Togo, Ouri Amadou Ba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci, vous auriez dû être à deux, mais le second, pour raison d'empêchement, n'a pas pu arriver. Alors, courant mois passé, les 30 et 31, vous étiez en atelier de formation des leaders pasteurs nomades, des chefs peuls, des ressortissants et les responsables des communautés de la CEDEAO sur la problématique liée à l'intégration, à la transhumance, à l'élevage, à la santé, à la sécurité. Alors, justement, d'abord, au niveau de l'Union des ressortissants de la CEDEAO, est-ce que vous voulez mieux nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Bon, l'Union des ressortissants de la CEDEAO, c'est une association qui est organisée par la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Parce que comme vous le savez, depuis en 1975, la CEDEAO est créée. Oui. Il y a le texte, il y a le protocole, mais on a fait un constat sur le terrain. On peut dire 90% de la population de base ne comprend pas ce que ça veut dire la CEDEAO. Oui. Les ministres, les présidents se réunissent, les députés, on vote les textes, on promulgue les lois. Mais c'est pour laquelle on a fait cette loi-là. La plupart d'entre eux ne connaissent pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça les sert, quel est l'avantage à être dans la CEDEAO. Quel est l'avantage? D'abord, libre circulation, avantage économique. On va vers un marché commun, vers l'horizon 2020. On travaille, le chef d'État actuellement travaille pour avoir la monnaie unique. Tout ça là, c'est des perspectives vraiment qui, si ça se réalise, c'est dans l'intérêt des citoyens de la communauté. Mais comme je vous dis à l'introduction, beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la CEDEAO, quels sont les textes qui lient les États, quelles sont les règles, par exemple la transhumance. Vous savez, souvent quand on parle de transhumance, c'est pas le pays. Les éleveurs du Togo, c'est les éleveurs qui viennent du Mali, du Burkina Faso, du Niger, la plupart aussi du Nigeria. Pourquoi ils viennent? Nos chefs d'État ont constaté pendant la saison sèche, il n'y a plus le verdure au Sahel. Mais les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, il y a le verdure. Bon, vaut mieux, est-ce que de leur permettre de venir nourrir les bétails, vendre une moitié de leur septel, et rentrer au moment où la pluie va commencer dans le Sahel. C'est là qu'est venu les conventions et les règles sur le transhumance. Mais souvent aussi, tout œuvre humaine, il y a des choses qui restent à compléter. Des imperfections. Souvent, voilà, les éleveurs, ils viennent, ils ne respectent pas les couloirs tracés. Oui, on va entrer tout de suite dans ce schéma-là, mais vous avez plusieurs fois évoqué le fait que beaucoup sont dans la zone CEDEAO, mais ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et vous avez cité à plusieurs reprises le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez le dire en zone CEDEAO, est-ce que ce principe de libre circulation des personnes et des biens est respecté et garanti? Bon, ce principe est respecté et garanti par les accords et les protocoles. Oui, sur les papiers, oui. Sur les papiers. Mais on peut dire aussi, bon... Dans la pratique, c'est respecté, on peut dire, dans la zone à 80%. Parce que j'ai eu l'expérience de voyager dans les zones non CEDEAO. Oui. J'avoue que c'est beaucoup plus compliqué. On a fait une rencontre dans le cadre dans le même sens, dans le cadre des éleveurs, en 2018 en Mauritanie. Les éleveurs sont venus du Cameroun, de toutes les 15 pays membres de la CEDEAO. Vous avez souvent les éleveurs, à 90%, c'est les éleveurs peuls. Bon, ils ont, à travers beaucoup de réflexions, on a institué chaque pays où il y a les éleveurs, une journée internationale de la vache, que j'ai eu l'honneur de participer en Mauritanie. Mais on a quitté ici, la délégation togolaise est partie de Togo jusqu'à Dakar, il n'y a pas de problème. Arrivé à Dakar, on a pris un ordre de mission à partir de Dakar avec la délégation sénégalaise composée de députés, de professeurs agrégés et de ministres.
Mais j'avoue, quand on est arrivé à la frontière, on a pris la voie terrestre comme c'est trop proche. Oui, frontière mauritanienne. Qui était affrété par l'État sénégalais. Ce n'était pas facile. Il y a même le gouverneur de la région qui est venu intervenir pour faciliter le passage des délégations. Malgré tout ça, on a passé la frontière. Il y a au moins 5 à 10 checkpoints avant d'arriver à Nouakchott. Oui. Arrivé à Nouakchott, le président du comité d'organisation était le ministre mauritanien de l'équipement et de transport. Mais là aussi, on a trouvé un checkpoint à la rentrée de Nouakchott qui nous a vraiment pris au moins 30 minutes à 1 heure de temps avant qu'on passe, malgré tous les dispositifs que l'État a mis en place pour faciliter notre arrivée en Mauritanie, parce que c'était pris en compte par le président de la République lui-même. Voilà. Donc ça veut dire pour vous... Ça veut dire que bon, dans la zone CEDEAO, il reste beaucoup à faire, mais il y a beaucoup d'avancées, il faut le reconnaître. Mais quand on est dans la zone CEDEAO, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile quand on est dans l'UEMOA. Parce qu'après, quand vous passez d'un pays francophone à anglophone, ça devient très compliqué. Hein. Bien sûr, vous savez, actuellement, il y a quelque chose que moi je regrette beaucoup, c'est la décision du président, son Excellence le président de la République fédérale du Nigeria de fermer la frontière avec le Bénin. C'est le congé frontière du Bénin et le Nigeria. Vous savez, le Nigeria, c'est l'éléphant de notre sous-région. Quand il tousse, tous les autres pays sont arrimés. Vous voyez actuellement, en tant qu'opérateur économique, il y a beaucoup de produits qui commencent à faire des ruptures dans le marché. Aussi. Bon, dans les pays anglophones, bon, il reste beaucoup à faire. Mais même ça, bon, il y a, si vous montrez les papiers en bonne et due forme, bon, souvent il y a les raquettes, mais on peut dire que c'est plus ou moins mieux que si tu rentres dans une zone CEMAC ou bien dans une zone Maghreb ou bien dans une zone CAC ou bien SADC. C'est-à-dire, il reste à faire, mais il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, si vous quittez la Gambie pour aller au Sénégal, c'est facile. De Guinée au Libéria, ce n'est pas aussi compliqué. De la Guinée aller en Sierra Leone, c'est facile. De Guinée aller en Guinée-Bissau, voire en Cap-Vert, c'est tout à fait comme si tu es dans la zone UEMOA, comme vous l'avez dit. L'UEMOA est plus intégré. Parce que vous savez, l'économie, ça compte beaucoup. Comme étant la même monnaie, il y a plus de facilité de se déplacer dans la zone UEMOA et dans les autres par rapport aux pays anglophones. Parce que l'UEMOA, c'est tous des pays francophones, à l'exception de la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, oui. Donc pour vous, c'est note assez bien pour la CEDEAO actuellement? Non, la CEDEAO, c'était un exemple même dans le cas de l'Union africaine. Parce que au moins de Dakar à Lagos, avec ta carte d'identité, tu peux voyager même s'il y a un peu de raquettes sur la route. Ça, c'est une avancée majeure. Alors, j'ai évoqué donc cet atelier-là qui vous a réuni entre leaders, pasteurs nomades sur un certain nombre de questions. Et vous évoquez à juste titre la question de la transhumance. Aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de conflits, même en zone CEDEAO liés à cela. Comment vous expliquez tous ces conflits-là? Bon, vous savez, nos éleveurs continuent de pratiquer l'élevage comme au siècle, au Moyen-Âge. C'est-à-dire la façon qu'on fait, mes grands-parents faisaient l'élevage avec 4 ou 5 siècles, on continue de faire l'élevage de la même façon. Tandis qu'en Europe ou bien en Inde ou bien en Asie, c'est-à-dire il y a eu évolution. C'est-à-dire les gens ont compris que l'élevage, pratiquer l'élevage en se promenant, n'a pas d'avenir. Non seulement l'éleveur n'est pas libre, ses enfants ne vont pas à l'école. Ils ne jouissent pas de ce bien. Ça veut dire un éleveur qui a par exemple 100 troupeaux, ce n'est pas un homme pauvre. Mais si tu vois la façon il vit, même quelqu'un qui gagne $2 par jour vit mieux que lui. Secondo, il n'arrive pas à scolariser ses enfants parce qu'il ne reste pas sur place. Même quand ils sont là quelque part, si on vient voir l'État de construire les écoles, à l'exception du Niger ou de Mali, il y a les écoles nomades. On dit, bon, les peuples là, ils ne restent pas sur place. Les éleveurs là, ils ne restent pas sur place. Quelque part, ils ont raison. C'est avec tout ça là que, bon, les éleveurs de différents pays sont associés avec le diagnostic qu'on a fait. On dit, on va faire en sorte que on va travailler sur le mental des éleveurs là. Les faire comprendre que avec moins de troupeaux, et si on change la façon de faire l'élevage, c'est-à-dire on se concentre sur la production laitière,
au lieu de maximiser le troupeau, tu as moins de troupeaux, mais tu gagnes plus de 30 ou 100 litres de lait par jour. On les forme à le pasteuriser et à le conserver pendant 6 mois, voire 1 an, le lait ne se garde pas. C'est-à-dire la vente de lait peut te permettre de vivre mieux, scolariser les enfants et être sur place. C'est-à-dire, si tes troupeaux ne sont pas beaucoup, et on t'a montré c'est-à-dire l'avancée technologique qui se fait en Inde tout près, ça voit comme, si on le montre par exemple le cas qui se fait en Europe, ils vont dire que ça c'est des grands mastodontes. Mais on a même fait venir les partenaires indiens lors de la séminaire qui nous ont montré avec 2 vaches en Inde, l'éleveur a 60 litres par jour. 60 litres. Voilà, parce que le vache donne 15 litres le matin, 15 litres le soir. Maintenant, on a fait le petit calcul, même si c'est à 200 francs le litre, avec 60 litres, l'éleveur qui a 2 vaches au Togo peut être sur place, trouver les moyens pour acheter les foins ou bien les produits industriels, manufacturés qui nourrissent le bétail, et il reste sur place, il nourrit ces 2 bœufs-là, stables. Et ça lui permet d'avoir de l'argent, non seulement de vivre, de nourrir les 2 bœufs et d'envoyer ses enfants à l'école. Ça permet de diminuer la criminalité transfrontalière et les problèmes que chaque fois on nous saisit. L'éleveur est parti gâter le champ du voisin agriculteur. C'est souvent les problèmes qui arrivent et qui créent des conflits dans la zone. Dans les zones rurales. Parce que vous l'avez dit tantôt, les États sont arrivés, je le sais, au Togo, les autorités ont à un moment donné créé des couloirs, c'est la même chose au Bénin, mais très peu d'éleveurs respectent ces couloirs-là. Oui, c'est très peu d'entre eux. Parce que souvent, comme je dis à l'introduction, les lois sont faites, ce n'est pas traduit dans le langage de la population de base qui est à 80% qui ne comprend pas le français. Et souvent, surtout les éleveurs. Les éleveurs, c'est une communauté vraiment qui est très défavorisée pour côté alphabétisation et scolarisation. Parce qu'ils ont tout le temps, avec les bœufs, les enfants sont en brousse, ils n'arrivent pas à rester tranquilles, ils n'ont pas une vision long terme. Ils regardent seulement essayer les herbes pour nourrir les bœufs. Si c'est fini ici, ils se déplacent, ils disent qu'ici c'est gâté maintenant. Là, c'est pour cela qu'on est en train de faire en sorte qu'on a vu qu'il faut changer la mentale des gens, les convaincre de changer la façon de faire l'élevage. Ça n'a plus d'avenir. Mais ça, c'est quand même une question c'est une nouvelle forme d'éducation que vous voulez introduire dans les gens. Mais est-ce qu'en amont, vous avez exploré les pistes pour régler le problème? Vous l'avez dit, généralement, c'est dans les régions sahéliennes où on est beaucoup plus dans l'élevage. Mais là, le foin, l'herbe manque souvent. Au moins 8 à 10 mois sur l'année, on n'a pas d'herbe verte. Oui, vous savez, quand on est parti en Mauritanie, on a touché du doigt l'expérience des pays sahéliens. C'est-à-dire, vous savez, le Mauritanie, c'est un pays sahélien, mais ils ont juste un fleuve à la frontière du Sénégal. C'est là qu'ils cultivent le foin pour nourrir tous les bétails de la Mauritanie. C'est-à-dire, ils ont un peu commencé à adapter la fixation de bétail. C'est-à-dire que tu vas avoir un remorque qui charge un camion plein de foin pour aller dans les zones sahéliennes de la Mauritanie pour nourrir. Tu vas voir chacun devant sa cour, même à Lomé ici, il a 10 ou 20 bœufs ou bien moutons ou bien samou. Chaque matin, c'est là, il sort, il cueille le lait pour le déjeuner des enfants. Il paye le foin, il le nourrit. Il y a le vétérinaire qui est accessible, qui contrôle les bétail. Ça montre que c'est possible de le faire en Afrique. Ici, tout près même, ça se fait. Mais comme au Togo, par exemple, comme il y a le verdure beaucoup, mais les gens ne ont pas adopté ce système-là. Mais bon, il y a aussi, par exemple, les pays sahéliens comme le Mali, le Burkina, il y a les zones fertiles. Il y a le fleuve Niger. On peut cultiver le foin là-bas pour nourrir l'autre. Par exemple, au Togo, la fois passée, en novembre 2018, on a fait une formation à l'hôtel Amkadi. On a fait venir des experts du Burkina Faso qui montrent les gens comment couper les herbes. Actuellement, on est à la saison pluvieuse. Comment couper les herbes maintenant et les conserver. Quand il n'y aura plus des herbes pendant la saison, eux le sortir ces herbes-là pour nourrir les bétails. Voilà, on a fait cette formation-là et après la formation, on a
un centre pilote qu'on est en train d'expérimenter dans la région de Bassar, à Sanda Kabanda précisément. On a envoyé les techniciens qu'on a formés d'aller faire l'expérience. Ils ont coupé les herbes. Ils ont conservé à mois de février, 2019, c'était une trentaine de bovins qui sont de Bassar. On les a fixés sur place, on les a nourris pendant 3 mois et on les a vendus. On a vu que là où ils sont sur place, ils se sont vraiment engraissés, mis en forme. On a vendu ces bovins-là. Chaque bovin a au moins un profit de 50 à 60 000 francs à l'espace de 3 mois. Là. Intéressant. C'est-à-dire c'est pour montrer les éleveurs que c'est possible. Parce qu'on se demandait est-ce que les bœufs qu'on a ici, est-ce qu'ils vont manger l'herbe sèche. Et on a vu que si c'est bien séché, bien conservé, ils le mangent et ça les engraisse. Mais en attendant d'explorer, par exemple, un certain nombre de pistes que vous évoquez pour le cas de la Mauritanie, qui réussit aujourd'hui à fixer les éleveurs, on a toujours cette transhumance-là qui continue. Chaque jour, moi, j'habite dans une zone où chaque fois que je sors, je vois des gens promener des bœufs et tout. Et quelquefois, il y a des conflits parce que ces animaux rentrent dans des champs. C'est vrai qu'on ne voit pas de conflits qui dégénèrent dans le sang et tout. Mais comment vous réglez actuellement les problèmes existants? Vous savez, nous, on n'est pas l'État, on est juste une association. Mais vous êtes dans le domaine. On est dans le domaine. Mais nous, on fait que les sensibilisations, les préventions et des propositions. Parce que nous, on a parti d'un constat. C'est-à-dire un éleveur qui a, comme je dis à l'introduction, 10 à 20 ou à 30 bœufs, il n'a pas besoin d'un bailleur de fonds ou bien d'un prêteur. Il suffit de le convaincre de changer de la façon de faire. Il va devenir une petite PME qui produit la richesse pour non seulement sa famille et la communauté en général. C'est juste qu'on est en train de faire les séminaires marathon depuis 2 ans. On a commencé chaque 3 mois, on fait une rencontre dans une région du Togo et dans les régions où il y a beaucoup d'éleveurs qui se sont concentrés. On les parle dans leur langage, dans leur propre langue. Ils comprennent, on essaie de les convaincre de changer la façon de faire l'élevage. Parce que chaque fois, s'ils ont des problèmes, ils nous alertent. Et au même niveau aussi, les autorités qui sont là, qui connaissent qu'on est avec eux, ils nous appellent chaque fois pour nous dire tel cas. Mais on voit qu'on est impuissant face à ce problème qui est le problème entre éleveurs et agriculteurs. Tant qu'on n'a pas changé la façon de faire l'élevage dans notre sous-région. Non seulement on doit produire beaucoup de lait parce que la population augmente, beaucoup de viande pour nourrir la population. On ne doit pas être là à attendre qu'on amène lait de l'Occident ou bien d'ailleurs pour nourrir la population. Parce que la consommation, c'est notre richesse. Vous voyez, quand vous prenez le lait qui est venu d'ailleurs, vous créez emploi, c'est les autres. Mais quand on fait en sorte qu'on boit le lait qu'on produit sur nous ici, et les nourritures qu'on produit ici, c'est-à-dire on donne la richesse à la population de base. Et ça fait que, bon, c'est ça qui amène l'émergence et le développement. Surtout, on parle de marché, grand marché africain, la CEDEAO de grand marché. C'est-à-dire que chacun doit avoir vraiment ses atouts au niveau national. Comment il faut les vraiment encadrer et vraiment les mettre à des coopérations pour vraiment mieux fournir non seulement le marché local, il n'est pas fourni. 90% de lait qu'on consomme, ça vient d'ailleurs. Le marché est là et les opportunités sont là. Mais comment vraiment transformer ce qu'on a là, une valeur, une plus-value pour nous tous, et les éleveurs, et les agriculteurs, et l'État qui encadre tout ça, qui met les moyens. J'avoue qu'eux aussi mettent tous les moyens pour diminuer le problème qui est à la transhumance. En tant que celui à laquelle on rend service n'est pas convaincu de quoi il s'agit, ce serait très difficile de l'amener à changer la façon qu'il faisait depuis des siècles. C'est le problème qu'on a diagnostiqué, on a vu vraiment, il faut faire des sensibilisations, les convaincre de changer la façon de faire. Et j'avoue que quand on fait les rencontres, les gens viennent de partout. Parce que ce qu'on le dit, quand on le fait les formations, après, ils viennent témoigner comment on a fait la formation sur la pastoralisation du lait en 2016 à Thiévier. Beaucoup de femmes sont venues de Bassar, de partout, ils nous ont témoigné, ils ont fait beaucoup de choses. Mais depuis qu'on les a montré ça, là, ils transforment le lait en yaourt, en lait naturel.
Et ça ne gâte pas, il arrive à vendre, gagner vraiment quoi vivre et mettre les enfants à l'école. Chaque année aussi, on donne un prix, meilleur transformateur de lait, meilleur conservateur, meilleur emballage. La fois passée à Agni, c'est un éleveur qui est venu du Ghana qui a gagné le premier prix. Mais en 2018, c'est une femme éleveur de Bassar qui a gagné le premier prix. Le meilleur emballage en 2018 aussi était remporté par le Ghana, mais le meilleur lait était remporté par une femme éleveur de Bassar. Elle était là cette année, elle était venue en deuxième position parce que vous savez, les formations, il faut que les moyens suivent. Oui. Bon, mais tout ça là, ça va venir avec le temps. On va les montrer, les convaincre de travailler en coopérative. Et en ce moment aussi, on va aller vers l'État pour voir comment ils peuvent nous aider, voir avec les partenaires qui viennent, qui nous assistent pour qu'on puisse avoir vraiment à les pousser à produire le lait au maximum pour notre pays et la sous-région. Mais est-ce que ce que vous faites là, parce que moi je fais tout le temps dans l'actualité et je relaye sur ce plateau beaucoup de conflits, de transhumance, le Nigeria n'en est pas à exception, il y a des violences inouïes en matière de transhumance qui font des dizaines de morts. Ce que vous faites, est-ce que c'est concentré au Togo, parce qu'on parle là de la CEDEAO, ou bien il y a des relais dans les autres pays qui font les mêmes choses? Non, vous savez, quand on fait les rencontres, les gens viennent du Ghana, c'est pas du blabla. Les gens viennent du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria. Mais à leur tour, quand il va, il transmet ce qu'ils ont appris au Togo. Mais l'initiative actuellement est prise. C'était 4 pays qui étaient destinés au projet, un projet décennal qui va être déroulé pendant 10 ans. Mais on a choisi le Togo pour abriter le centre pilote. On veut faire un centre d'élevage moderne. On nous a octroyé un espace au niveau de Bassar, dans la zone de Bassar, à Sanda Kabanda précisément. On veut faire le centre pilote au Togo aussi. Parce qu'on a fait un constat. Je vous dis que dans l'organisation, là, il y a même les pays de la CEMAC qui sont impliqués, le Cameroun est dedans. C'est le plus grand éleveur d'Afrique. C'est un Camerounais. En même temps, il est le premier rissard d'Afrique francophone. C'est le plus grand éleveur de l'Afrique. Il a fait une journée internationale de la vache, c'était commencé au Cameroun. On est parti, on a vu vraiment comment il est bien avec ce troupeau. Il a plus de 7000 têtes de bœufs. Il se déplace en hélicoptère, il a des ranchs où il y a les chevaux, il y a les bœufs. Il élève comme il n'a rien envie à un éleveur brésilien ou européen ou espagnol, quoi que ce soit. C'est-à-dire c'est à partir de là que le dirigeant des éleveurs au plus haut niveau a décidé de faire un programme de 10 ans pour vraiment changer la façon de faire l'élevage. Parce qu'on a vu au Cameroun tout près, il y a des éleveurs très riches qui vivent bien de l'élevage et qui vraiment sont bien organisés, qui ne endommagent pas les voisins parce que là où ils sont, ils ont pris les moyens d'acquérir les parcelles légalement, viabiliser les parcelles, faire le papier correctement et faire des clôtures. Que le bœuf reste sur place, on cultive le foin de l'autre côté, on nourrit les bœufs de l'autre côté, on cueille le lait de là, si les mâles qui sont bien en forme, on les vend, on les exporte vers la Guinée équatoriale, le Congo. Vous savez, ces pays-là, en Afrique centrale, beaucoup de pays importent la viande. Mais le Cameroun et le Tchad, c'est le plus grand fournisseur de viande en Afrique centrale. Avec l'expérience du Cameroun qu'on a vu, on a décidé de faire un plan similaire pour toute la sous-région ouest-africaine et de convaincre les éleveurs de s'organiser en coopérative et changer la façon de faire l'élevage. Parce que l'éleveur qui a réussi au Cameroun, ce n'est pas un occidental, c'est un peu comme eux, c'est leurs frères. Et c'est pour cela que dans le pays côtier, c'est le Togo qui est choisi pour abriter le centre pilote. On a beaucoup avancé, on a viabilisé l'espace qu'on nous a octroyé, plus de 20 hectares. On va vers le complément du dossier pour faire le business plan, voir. Parce qu'on n'arrive pas à convaincre les éleveurs de mettre de l'argent. Mais quand on va avoir les partenaires techniques et financiers pour réaliser ça, ils vont voir plus ce qu'on leur dit tous les jours. Et nous-mêmes, on va
s'organiser pour prendre 5 ou 10 de sacs éleveurs. On va les mettre là-bas, on va amener les partenaires indiens et autres pour... Ils vont commander avec l'insémination. Ils vont voir un bébé qui était avec lui qui donnait 2 litres. Aujourd'hui, on l'a bien entretenu, il donne 15 litres, voire 10 litres par jour. Ça va les amener à changer la façon de faire l'élevage. Et vous avez le sentiment, parce que vous l'avez dit, vous multipliez les formations, les séminaires et tout, vous avez le sentiment que petit à petit, au niveau des éleveurs, les mentalités commencent par changer? Non, j'avoue que la mentalité a changé parce que, vous savez, on a le premier rencontre qu'on a fait, on a eu un bailleur, l'Organisation des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle TAPTA pour l'Arc international. Ceux qui ont subventionné le premier rencontre à Thiévier. Mais quand on a fait la formation de pasteurisation de lait avec eux, ils sont répartis. J'avoue, c'est eux qui cotisent de l'argent pour nous dire, retenez une date pour venir, pour nous amener, venir nous organiser une rencontre à tel endroit. Oui. Par exemple, ce qu'on a fait à Nié, c'est eux, les éleveurs, avec ceux qui sont organisés pour faire tout, pour cotiser l'argent, pour faire tout ce qu'il y a à faire au niveau entre eux-mêmes, pour qu'on vienne amener le savoir-faire. Et on remercie au passage le ministère de l'élevage qui a bien voulu nous amener un aspect qui nous a parlé de la transhumance et de santé animale. Oui. Et puis aussi le ministère de l'économie et des finances a amené un expert pour parler de l'intégration. En même temps, il y a le cellule CDA qui est à leur niveau. Et les populations sont venues. On attendait 500 personnes, mais il y a eu plus de 2000 qui sont venus. Il fallait faire des vidéoprojecteurs pour atteindre tout le monde avec les images qu'on est en train de parler. Ça veut dire qu'ils ont épousé l'idée et le projet. Ils se sont appropriés du projet. Maintenant, il reste juste à les accompagner. Mais vous savez, l'habitude d'une seconde nature. C'est pas facile de changer d'une baguette magique. Ouais. Voilà. Mais vous êtes optimiste? Non, très optimiste. Très optimiste parce que l'enjeu, c'est en tout cas, réduire, sinon en finir avec ces conflits récurrents qu'on voit. Bien sûr, c'est que l'objectif, c'est ça. C'est que le conflit, c'est des petits conflits souvent qui génèrent à de grands conflits. Mais quand on prend le temps de les rassembler, de les parler, de les montrer comment ça se fait, je crois qu'avec le temps, le déplacement des troupeaux là, dans 10, 15 ans, ce serait une vieille souvenir en Afrique. Parce que les gens, tout le monde comprend maintenant, par exemple, le conflit qui se fait au Niger, au Mali, par exemple. Le premier victime, c'est les éleveurs. Oui. Les terroristes, ils sont en brousse. Il prend le troupeau, il vend. Et l'éleveur est impuissant. Ce sont les premières victimes de conflits sous-régionaux qui se fait au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Oui. Les premières victimes de ces conflits-là, avant les autres, c'est l'éleveur. Non seulement ceux qui arrivaient à mettre leurs enfants à l'école, comme ils vivent dans les milieux reculés, les gens, les djihadistes viennent les menacer de faire sortir les enfants. Ils menacent l'enseignant de quitter l'endroit et c'est une zone reculée. On tue un enseignant quelque part, il va dire, si je n'ai pas quitté, c'est mon tour qui va arriver. Ouais. Et les enfants se retrouvent comme ça, aérés. Plus de la fois passée, on a reçu un professeur agrégé, professeur Issa Diallo, qui nous a dit que dans la zone Soum, au Burkina Faso, plus de 2000 enfants, 2000 écoles sont fermées. Oui. Là, les premières victimes de ces conflits-là, c'est les éleveurs, j'avoue. Et ils sont aujourd'hui partants pour un changement de mode de vie, de manière de faire. Ils sont partants, ils sont convaincus, ils sont eux-mêmes demandeurs maintenant. Ils sont eux-mêmes demandeurs. Je vous dis que quand on fait les rencontres, souvent, maintenant c'est eux-mêmes qui nous appellent. Le premier séminaire qu'on a fait, c'est nous-mêmes qui avons organisé avec l'aide des autres, mais maintenant c'est eux-mêmes qui s'organisent, ils cotisent, ils mettent tout en œuvre qu'on vient les faire venir les experts qu'ils ont besoin sur telle formation. Par exemple, on a quitté Nié. Actuellement, en quittant, ils nous ont dit prochainement, vous allez nous former comment transformer comment faire les savons à travers les beurres de lait là. Comment faire continuer à nous former, comment couper les herbes et le conserver et nourrir les bœufs. Ça veut dire que eux-mêmes, ils sont convaincus du bienfait de la chose, que l'élevage tel qu'il se fait maintenant n'a pas d'avenir. Parce que chaque fois la population augmente, les terres cultivables se réduisent. Et aussi leur vision de maximiser les troupeaux, c'est leur richesse. Mais ça ne peut plus aller comme
il se faisait avant. Il faut qu'on change ensemble la façon de faire avec l'aide des autorités étatiques pour que ça puisse amener le développement. Parce qu'on ne peut pas continuer à régler des conflits communautaires, et agriculteurs. Si on prend, si ça prend le temps à nos différents responsables de régler ce conflit-là, ils n'auront pas le temps de se concentrer sur le développement, surtout nos chefs d'État. Parce que tout le monde maintenant aspire à l'émergence et au développement. Oui. Alors maintenant, moi je suis très intéressé, je vous le dis, par ces pays-là où les conflits de transhumance sont très très élevés. J'ai cité tout à l'heure le Nigeria, on en a également énormément au niveau du Mali et tout. Est-ce que vos initiatives comme ça sont appuyées, parce que c'est dans le cadre de la CEDEAO, c'est de cela que nous parlons, par les leaders de ces pays-là, par exemple? Bon, vous savez, quand vous parlez d'appui, souvent, quand on parle d'argent, tout le monde dit... Pas forcément. C'est-à-dire, par exemple, les États, souvent, au Togo aussi, ils commencent à nous donner des assistants techniques. Parce que quand on fait les rencontres, les experts du ministère viennent montrer comment faire, quelles sont les lois, quelles sont les règles. Le vétérinaire vient informer comment se comporter quand il y a ton bœuf ou bien ta vache est malade, comment faire, qui veut voir. Ça aussi, on peut appeler ça des appuis techniques. Oui. Mais proprement dit, on n'a pas vu d'abord les États à nos côtés. Mais comme c'est un début, tout un début est difficile, on espère qu'avec le temps, l'État et les différents partenaires vont être convaincus de bien faire de la chose qu'on fait. Ils vont nous soutenir davantage. On appelle aussi toutes les bonnes volontés qui sont convaincus ou intéressés par l'élevage de travailler avec nous parce que c'est un secteur qui est porteur de PIB. Si on l'encadre bien, c'est un secteur qui crée de la valeur ajoutée propre, pas des manufactures qu'on amène 60% de produits, on dit qu'on a produit ça ici. L'élevage, c'est vraiment le vrai richesse. C'est le vrai produit du terroir. Tu élèves ton bœuf là, chaque année, il te donne un bovin, tu as 10 bœufs, il te donne 10 bovins, ça veut dire l'année prochaine, tu te retrouves avec 20 bœufs. Ça veut dire c'est de terre à terre. Il suffit seulement de les encadrer et vous allez voir que ça va contribuer au PIB national et au développement. Mais vous avez évoqué, par exemple, ces formations sur la fabrication, la pasteurisation du lait et tout. Mais quand on regarde sur nos marchés, on ne voit pas beaucoup de lait, par exemple, qui sont des dérivés directs de... C'est ça. Si vous regardez, par exemple, comme un pays comme le Sénégal, ça s'est beaucoup développé là-bas. Même le Ghana tout près. Je vous dis que la dernière rencontre de Agné, il y a eu des partenaires indiens qui sont venus, qui travaillent dans le privé. Ils s'organisent au Ghana, c'est-à-dire chaque ville, par exemple Thiévier, ils vont mettre un centre collecte, par exemple de 1000 litres de lait. Et on va à Tablibo, on met un centre à Palimé, même chose, à Tapamé, même chose, jusqu'à Agné. Une usine qui est installée dans la région maritime peut collecter dans toute cette zone-là le lait et l'asséminer vers l'usine. Et l'usine va pasteuriser et transformer le lait là, bien l'emballer pour le mettre en état industriel. Mais au Togo, tout ce qu'on a fait là, c'est dans le cadre de l'artisanat. C'est-à-dire ça reste artisanal. Il va à la maison, il prépare de façon à l'a montrer, il le conserve. Ça ne va pas gâter, mais ce n'est pas vulgarisé là, parce qu'on n'a pas les moyens. Nous-mêmes, on avait initié avec le président, on avait pensé à installer une unité de collecte et de transformation, mais ce n'est pas facile, ça demande quelques moyens et beaucoup d'expérience. Et puis beaucoup de moyens aussi, un peu de moyens aussi. Parce que ce que les Indiens nous ont montré, ça ne demande pas grand-chose, mais je vous avoue, dans 3 à 6 mois, on va commencer à voir le lait dérivé du Togo. Le lait naturel. Le lait naturel, là, dans nos rayons, les supermarchés, dans les restaurants, les mini-restos, les cafétérias, tout ça là. Parce qu'on travaille sur ça. On a vu que c'est le meilleur moyen de créer la richesse pour les éleveurs, là, c'est de les aider à vendre le lait. Là. Parce qu'à un certain moment, s'il y a beaucoup de lait, ils n'arrivent pas à vendre, ils versent.
Ça se garde, il reste. Mais il faut le montrer comment transformer le lait et le vendre. Mais on travaille sur ça. Est-ce que les institutions financières vous suivent? Bon, actuellement, on n'a pas encore, on est en train de travailler sur le business plan pour avoir, dans le cadre du projet pilote qui va être réalisé à Sanda Kabanda. On n'est pas nous-mêmes totalement prêts, mais on espère que, vu que l'élevage, ce n'est pas un secteur qui a beaucoup de risques, Oui. si on est prêt, on peut avoir les partenaires qui vont nous soutenir. Le projet aussi, c'est un projet de 10 ans, on va le dérouler progressivement. Mais pour le moment, on est en train de travailler. Ce qu'on a déjà là, comment s'organiser les éleveurs et collecter le lait là, et les transformer, le vendre sur le filière industriel. On est en train de travailler sur ça, je crois que ça ne va pas tarder. On va faire une mission au Ghana dans ces jours qui viennent là, pour voir, de nous proposer ce qui se fait là-bas, et voir dans quelle mesure on peut... Et même ils sont intéressés à venir au Togo, ils sont venus, ils ont vu qu'on a le même paysage, le même environnement. Pourquoi? Ce qui se fait là-bas, ça va se ça peut se faire ici. S'éclater ici facilement. Et même ils veulent augmenter leur terrain de chasse. Et comme ils ont fait là-bas, ça a marché. Ils étaient venus avec un représentant du ministère de l'élevage du Ghana. Et le représentant nous a dit vraiment, ils ont eu beaucoup de partenaires. Mais ceux-là, quand ils sont venus, on les a dit de faire et même d'investir quelque part, les montrer le preuve. Et ils sont engagés, ils sont partis. Eux-mêmes nous ont dit qu'ils sont des éleveurs indiens, leurs parents sont des éleveurs. Ils sont partis trouver un local, ils ont construit l'usine. Et ils ont commencé à implanter les points de collecte dans toute la région qui sont alentour de Dakar. Et ça marche. Et c'est la même chose qu'on veut faire ici. C'est-à-dire le lait qu'on a maintenant, là, avant l'insémination, de transformer nos bœufs là, des bœufs qui donnent beaucoup de lait. Mais le lait qu'on a déjà là, comment organiser les éleveurs pour qu'on puisse le collecter et le transformer, le mettre sur le marché en attendant que la deuxième phase vienne. C'est prometteur pour les éleveurs, c'est prometteur d'abord et pour les consommateurs également? Oui, c'est prometteur parce que, bon, vous voyez, le lait de vache a beaucoup de vertus. C'est un produit qui est très riche en minéraux et en protéines. Et c'est prometteur pour tout le monde parce que les éleveurs, ils vont avoir une revenu qui n'est pas de vendre le bœuf. Parce que souvent, qu'est-ce qui amène, ça faut avoir l'ambition de maximiser les troupeaux. Parce que quand tu as besoin de vendre un bœuf, voire 2, voire 5. Et si tu trouves l'argent tous les jours à travers le lait que tu vends, tu n'as plus envie de maximiser le bœuf parce que toute personne sait à vivre mieux. Ils vont être convaincus. Le lait les apporte de quoi vivre et mettre les enfants à l'école. Ils ne vont pas avoir le souci, ça fois de comment maximiser le troupeau. Et dans les faits, vous êtes quand même optimiste qu'à long terme, quand tout cela sera mis en place, ça va permettre d'éliminer complètement les conflits liés à la transhumance parce qu'il y aura plus d'éleveurs qui seront sédentaires et non plus nomades. Oui, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que, par exemple, l'éleveur voit à l'agriculteur son partenaire, vice-versa. Par exemple, pour le foin, les herbes qu'on coupe pendant la saison de pluie, et on le conserve. Si l'agriculteur qui est à côté voit que l'herbe qu'il embête au niveau de ses maïs ou de ses haricots, il peut le conserver. Et pendant la saison, l'éleveur qui est à côté va venir acheter ça chez lui. Il va voir à l'éleveur son partenaire. Il ne va plus le voir en adversaire. Vice-versa. Si l'éleveur voit que l'agriculteur qui est là, je garde mes bœufs ici, chaque fois il vient me vendre les herbes, pour nourrir mes bœufs. Ça va créer une interdépendance en sorte et que même en retour, la bouse de vache peut servir d'engrais pour les champs. Voilà. Tu vas voir que c'est pour créer une interdépendance. Ils vont se voir des alliés, pas des adversaires. C'est notre objectif, c'est-à-dire que montrer les éleveurs que l'agriculteur qui est à côté, c'est un allié, et l'agriculteur aussi comprend à l'éleveur qui est là, il a un intérêt à qu'il soit à côté de lui. Parce que ce qu'il n'a pas besoin, il peut le vendre, et l'autre aussi
et vice-versa. C'est ça qu'on est en train de travailler dans ce sens-là. Eladj Ouri Amadouba, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'être passé. Merci parce que vous m'avez donné envie d'être éleveur. On a vu les gens, des médias qui s'intéressent à ce qu'on fait parce que oui, bon, c'est... on relaie seulement les mauvaises images des éleveurs cette fois-ci-là. Ouais, parce que bon, ça a été intéressant de vous entendre. Les conflits intercommunautaires, que ce soit au Togo ou ailleurs, ça c'est récurrent. Et puis on a envie d'entendre des gens du milieu nous dire qu'est-ce qui est fait pour trouver des solutions à ça. Sinon, on est en train de déployer beaucoup d'efforts. Je crois que dans peu de temps, ce sera un mauvais souvenir. On l'espère bien. Merci beaucoup. Okay, vous êtes le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Togo. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain.